Mesdames et messieurs, bonjour, nous revoilà à la radio UA, radio de l'université d'Alicante en Espagne, sur la Costa Blanca alicantine où le soleil est toujours au rendez-vous. Et c'est une nouvelle saison qui voit le jour, vraiment en tant que radio UA. Et cela veut dire qu'il y a pas mal de nouveautés pour cette nouvelle saison à la radio, en français, mais pas seulement en français, puisque c'est Pierre Vives qui vous parle. Et c'est le projet Lingua, un projet lié donc aux langues dont nous nous occupons déjà. Il s'agit d'une troisième année ensemble pour partager avec vous l'amour des langues, du multiculturalisme, du plurilinguisme, dont aujourd'hui j'aimerais quand même parler, puisque en ce moment je crois qu'en Europe et un peu partout dans le monde, on a vraiment besoin de se connaître, de mieux se comprendre. Et c'est sans doute grâce aux langues que cela peut se faire le mieux. Je voudrais vous dire tout simplement que enfin, le projet Lingua, ce n'est pas seulement le français, puisqu'il s'agit d'émissions en français, effectivement d'un côté, vos émissions Amicalement Vôtres, dont je m'occupe avec tous mes collègues qui participent également à ce projet, et à nos nombreux invités, dont les étudiants de l'Université d'Alicante, et grâce au soutien, il faut le dire, de la faculté des lettres de l'Université d'Alicante, Facultad de Filosofía y Letras, qui est là, présente à la radio de l'Université d'Alicante. Mais comme je vous le disais, il y a également d'autres langues au rendez-vous, et j'en profite pour saluer, pour dire bonjour également à mes chers collègues qui nous écoutent sans doute, et qui nous regardent également, puisque cette année nous avons une nouveauté. Les émissions à la radio passent également à travers Facebook, à travers une image. Vous pouvez nous écouter en direct en ce moment à travers Facebook Live. C'est une de ces nouveautés dont je vous parlais il y a quelques instants à peine. Et également, vous pouvez nous suivre à travers www.radioua.es sur Internet. Nous avons également donc iBox également qui est là, iBox pour pouvoir nous écouter, nous voir également et mieux nous connaître. Donc, vos émissions d'un côté en français, Amicalement Vôtres, puis en arabe avec ma chère collègue Naïma Benaïcha. Salut, coucou Naïma. Et encore en allemand avec Deine Freund et mon cher collègue Juan Norbert Kubarsi, auquel Elfering, auquel je dis également bonjour, et vos émissions en anglais avec ma chère Eva Jorens. Especially yours, I think. I forgot, I think. Okay. Bon. Eh bien, sachez que de semaine en semaine, vous aurez donc la possibilité d'écouter différentes émissions dans chacune de ces langues et que vous êtes invité à y participer ou en tout cas à nous suivre à travers donc les médias à votre disposition, qu'il y aura également la possibilité de nous joindre à travers un téléphone pour vos appels si vous le souhaitez et de nous joindre à travers Internet, Facebook, donc Radio UA ou même Facebook donc de Lingua, du projet Lingua, de Radio Lingua, sur Facebook également ou d'autres plateformes où il est possible de le faire. Bon, eh bien, pour cette première émission, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vous le disais déjà en tout début donc, d'émission que je souhaitais parler également donc, du plurilinguisme et de ces identités, ce sujet vraiment crucial un peu partout dans le monde, qui sont parfois douloureuses à accepter. Je tiens donc aujourd'hui à vous parler d'un roman, d'un très beau livre, d'un essai d'Amin Maalouf, un écrivain libanais. Je vous montre ici donc la première de couverture d'un livre dont je m'occupe également à l'Université d'Alicante dans mes cours de contraste linguistique et culturel, et qui s'appelle Les identités meurtrières. Les identités meurtrières, donc c'est la difficulté donc de vivre son identité à travers le temps. C'est un sujet passionnant qu'Amin Maalouf déjà nous décrit il y a une vingtaine d'années. C'est un livre déjà qui a quand même 20 ans et qui s'occupe donc de ces identités à travers le temps. Que vous dire ? Donc qu'Amin Maalouf a gagné le prix Goncourt, beaucoup de prix littéraires, et que c'est quelqu'un de très sensible en raison de ses origines libanaises au sujet identitaire. Et c'est un livre qui fait réfléchir. J'ai beaucoup aimé la dernière partie du livre. Normalement, les dernières pages, elles servent à conclure et sans doute, elles nous invitent à reprendre cette lecture avec le temps. Mais les derniers mots d'Amin Maalouf
suivent une toute autre ligne, une ligne bien différente. Au contraire, ils souhaitent que ce livre n'ait plus de sens avec le temps. Je vais le lire, je vais en lire un petit extrait pour vous, pour que vous puissiez comprendre un petit peu donc le sens de ces mots, les mots avec lesquels Amin Maalouf met fin à cet ouvrage que je considère très important, malheureusement encore de nos jours. Espérons que, comme il le dit, dans quelques années, on n'ait plus besoin de le lire et qu'on se demande pourquoi on devait écrire de tels livres il y a quelques années. Alors voilà. Voilà à peu près ce que je voulais dire à propos du désir d'identité et de ces dérapages meurtriers. Si mon but était d'épuiser la question, je n'en suis encore qu'au tout premier balbutiement. À chaque paragraphe que j'ai écrit, j'avais envie d'ajouter une vingtaine d'autres paragraphes, et à me relire, je ne suis pas sûr d'avoir eu dans ces pages le ton qu'il fallait. Ni trop froid, ni trop enflammé. Ou les bons arguments pour convaincre, ou les formules les plus justes. Mais, peu importe. J'ai seulement voulu lancer quelques idées, apporter un témoignage, et susciter une réflexion sur des thèmes qui me préoccupent depuis toujours. Et de plus en plus, à mesure que j'observe ce monde, si fascinant, si déroutant, où il m'a été donné de vivre. D'ordinaire, lorsqu'un auteur arrive à la dernière page, son vœu le plus cher est que son livre soit encore lu dans 100 ans, dans 200 ans. Bien entendu, on n'en sait jamais rien. Il y a des livres qu'on voulait éternels et qui meurent le lendemain. Alors, qu'un autre survit, qu'on croyait être un divertissement d'écolier, mais toujours on espère. Pour ce livre, qui n'est ni un divertissement ni une œuvre littéraire, je formulerai le vœu inverse, que mon petit-fils, devenu homme, le découvrant un jour par hasard dans la bibliothèque familiale, le feuillette, le parcourt un peu, puis le remette aussitôt à l'endroit poussiéreux d'où il l'avait retiré en haussant les épaules, et en s'étonnant que du temps de son grand-père, on eut encore besoin de lire et de dire ces choses-là. Et oui, effectivement, comme je vous le disais, c'est ce sentiment d'appartenance, d'identité culturelle qui peut faire mal. On pense parfois que c'est une question religieuse, mais tel que le développe Amin Maalouf dans cet essai passionnant, on va voir que ni les religions en sont responsables, ni une langue, ni toute autre chose. L'humanité est fort complexe, et je vous invite donc à lire un petit peu, à apprivoiser la panthère que nous avons en nous, afin de mieux comprendre un petit peu ce que le sujet identitaire représente, le sujet linguistique, comment des peuples séparés par des rivages en Méditerranée ont vécu une grande partie de leur temps ensemble, et que peut-être avec le temps se sont séparés. On revivra ensemble, je l'espère, paisiblement un peu partout dans le monde, et je vous invite à suivre donc ce livre, dans lequel Amin Maalouf nous découvre un petit peu son appartenance à ce pays qui a une dualité qui est le Liban, partagé entre les musulmans, les chrétiens, qui a le français, l'anglais et l'arabe en partage, et qu'il est possible peut-être de cohabiter, de s'enrichir mutuellement de toutes ces identités multiples, et qu'il est difficile, il en est de même pour moi, je parle maintenant en tant que Pierre Vivès, de m'identifier à une seule culture. Moi aussi, je trouve que le sujet identitaire est compliqué, et simplement je vous invite à y réfléchir, à devenir tolérant, à comprendre l'autre, à le respecter, et à ne jamais lutter, à ne jamais nous battre, puisque, comme il le dit souvent, que signifie le besoin d'appartenance collective, qu'elle soit culturelle, religieuse ou nationale? Pourquoi ce désir en soi légitime conduit-il souvent à la peur de l'autre et à sa négation? Nos sociétés sont-elles condamnées à la violence, sous prétexte que tous les êtres n'ont pas la même langue, la même foi ou la même couleur? C'est ce que nous dit donc le romancier Amin Maalouf, le romancier du Rocher de Tagnos, qui reçoit le prix Goncourt en 93. Et voilà, je vous invite vraiment vivement à le lire. Nous parlerons d'autres romans prochainement dans d'autres émissions. Nous allons le faire, j'espère même avec la présence de certains auteurs qui ont déjà été contactés. Et j'espère que nous allons pouvoir enrichir toutes ces émissions avec vos réflexions, vos apports. Et n'hésitez pas à nous contacter à travers Facebook ou à travers d'autres plateformes afin de nous mettre en contact et d'aborder des sujets qui vous tiennent au cœur et qui vous feraient sans doute plaisir. Je voudrais simplement en finir par rapport à cela en vous disant que
en ce moment, l'Europe, depuis le congrès de Nice de 1991, est pour le plurilinguisme, donc la tolérance et l'apprentissage des langues dans cette région, dans cette communauté autonome et dans n'importe quel pays d'Europe, et que c'est vers cela que nous devons nous tourner, vers la communication, vers l'entente de l'autre. Nous allons faire une petite pause musicale avec une musique magnifique, puisque c'est vers Paris qu'on va voyager, avec Jakub Gorewicz et une merveilleuse musique de Paris Lovers. Et on y va, c'est parti.
voici de retour après cette pause musicale d'un auteur que j'aime beaucoup. On va essayer de parler de musique également prochainement, et si on arrive vraiment à pouvoir inviter également des musiciens, des chanteurs, des groupes intéressants, on va le faire, c'est promis. Et de toute façon, je vous le dis, écoutez-nous, suivez-nous et demandez-nous exactement ce que vous cherchez. Peut-être que nous, on va essayer de rendre la magie possible, d'essayer de faire en sorte que vos désirs soient exaucés. Aujourd'hui, c'est surtout vers le cinéma qu'on va se tourner, mais on abordera d'autres auteurs également du point de vue littéraire, du point de vue culturel, beaucoup de sujets qui seront à votre portée. Et n'hésitez pas à utiliser cette plateforme, déjà 3 ans de radio en français. C'est Radio UA, je vous le rappelle, et le projet Lingua, donc les émissions Lingua, et en particulier donc nos émissions en français, amicalement vôtres. Et c'est Pierre Vives qui vous parle. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il est question de cinéma. C'est qu'aujourd'hui, il faut le dire on est en train de fêter un anniversaire important. C'est qu'il y a 50 ans, voyez le jour ce livre que vous avez ici devant vous, j'espère que vous pouvez le voir sur internet, qui s'appelle Le cinéma selon Hitchcock, qui a été rédigé par un cinéaste français lié à la nouvelle vague, François Truffaut, qui, dans les années 60, en 1962, essaie de réaliser un ouvrage pour déjà donc mettre en page une sorte de cursus du cursus d'Alfred Hitchcock à travers des questions. Il s'agit donc d'une interview très complète qui a été un modèle pour le cinéma, pour d'autres ouvrages qui ont suivi, et qui va faire histoire. C'est un ouvrage qui est très connu, qui est traduit dans plusieurs langues, dont l'espagnol. En Espagne, c'est les éditions Del Prado qui l'ont publié, entre autres. Et également en France aussi, donc c'est les éditions Robert Laffont d'un côté, pour la première édition en 1967, comme je vous le disais, et plus tard à nouveau en 1983 aux éditions Ramsay, après donc le décès du réalisateur, pour compléter donc les années qui manquaient dans l'intervalle. Et en Espagne, ce sera après donc également Alianza Editorial qui va s'en occuper. C'est la raison pour laquelle je vous invite à le lire, que ce soit en français, en espagnol ou même en anglais, puisque le questionnaire, les interviews, l'interview s'est réalisée en anglais grâce au service de cinéma français, à New York de l'époque, grâce donc à la collaboration de Helen Scott, qui se trouvait à l'Office du cinéma français à New York de l'époque, qui était vraiment quelqu'un de bilingue, de bien formé dans le domaine du cinéma, et qui a été d'une aide précieuse pour François Truffaut, pour se mettre en contact avec Alfred Hitchcock, qui à l'époque était déjà en train de tourner en France, qui avait déjà tourné en France, et qui en 1962, lorsque ce livre commence à prendre la forme actuelle qu'on va lui découvrir, il était déjà en train de faire Les Oiseaux. Pourquoi parler de ce film ? Donc d'un côté, je suis passionné de cinéma, je profite donc de cette plateforme pour partager avec vous donc cet amour, et pour également inviter donc les francophones ou les personnes qui souhaitent s'exprimer en français pour aborder donc cette question. Et également parce que Alfred Hitchcock également va être très lié à la France à partir de l'un des films que je préfère et dont je voudrais parler aujourd'hui en particulier. Il s'agit du film qui s'appelle en anglais Vertigo. En français, on l'a sous-titré en tant que Sueur froide. En Espagne, on l'a sous-titré en tant que De entre los muertos. D'accord. Et c'est-à-dire que pour trouver donc puiser cette information, il y a un roman comme point de départ. Il s'agit d'un roman qui s'appelle D'entre les morts, qui a été réalisé par 2 écrivains français. Qui s'appellent Pierre Boileau et Thomas Narcejac. Peut-être que ces 2 noms vous disent quelque chose déjà, puisque en effet, Pierre Boileau et Thomas Narcejac, qui vont être au centre donc de ce vertigo, c'est entre les morts, sueur froide en français, se consacraient donc à réaliser donc des romans de cette nature, un peu, disons, dans la nature policière, mystérieuse,
ayant à voir un petit peu avec le mystère des moments très puissants, ils avaient déjà signé un autre ouvrage qui avait été adapté par le cinéma français en 1955 par Henri-Georges Clouzot, qui s'appelle Les Diaboliques, avec Vera Clouzot, Simone Signoret et Paul Meurice, qui a été adapté dans les années 90, en 1993 si je ne m'abuse, par Isabelle Adjani et Sharon Stone dans les deux rôles au féminin. Donc deux romans très puissants. Et c'est la raison pour laquelle je voulais aujourd'hui parler un petit peu de ce Vertigo, qui est peut-être mon Hitchcock préféré, en raison de... Et pour vous parler un petit peu, pour aborder cette question et vous dire pourquoi j'aime tellement ce film. D'un côté, nous avons la musique, une musique qui rend ce film vraiment spécial. Bernard Herrmann devrait vous dire quelque chose si vous avez déjà également suivi un film français réalisé à Hollywood récemment, il y a quelques années à peine, même pas 10 ans, The Artist, puisqu'il apparaît déjà dans le générique de ce très beau film également, ce film muet, mais pas muet en musique. D'autres choses qui rendent encore merveilleux ce film, c'est donc le début, donc ces images merveilleuses de Saul Bass, qui ont quelque chose d'hypnotique. Il faut voir le film pour bien comprendre. Et une histoire également qui est liée à l'Espagne, et c'est que dans ces émissions également, j'aimerais faire donc le partage entre les cultures françaises et espagnoles. C'est qu'il y a de nombreuses allusions donc à la période espagnole de la Californie, puisque la protagoniste, la fille qui est juste derrière, est une sorte de fantôme de toute cette histoire, qui s'appelait Carlota Valdés. Carlota Valdés qui était espagnole, alors que, bon, il faut se rappeler que la Californie n'a appartenu aux États-Unis qu'à partir de 1848, depuis 1848. Et le personnage dont il est question s'appelle Carlota Valdés. Énigmatique, magnifique, de beauté, blonde, aux yeux clairs, une Espagnole au charme fou, qui semble envahir la personnalité donc d'une femme dont James Stewart tombe follement amoureux, et qu'il doit suivre tout au long d'un périple qui va en finir presque avec sa vie. Dans ce film, on va découvrir donc l'Amérique hispanique de cette ville de San Francisco que je rêve de connaître depuis lors. Ce rêve n'a pas encore vu le jour. Je me suis rapproché du Canada, pas encore de la Californie, mais ça viendra, c'est promis. Et donc il y a un cimetière espagnol, quartier espagnol, et beaucoup de choses à découvrir dans ce film qui invite au mystère et en même temps donc à la construction d'un récit où on se laisse un petit peu tourner en bourrique par un Alfred Hitchcock tordu qui sait mettre en beauté à travers les couleurs rouges pour l'intensité de la douleur ou verte pour la passion amoureuse, deux couleurs qui sont vraiment très présentes, avec une Kim Novak qui joue un double rôle magnifique et qu'il faut découvrir. Je ne veux pas vous en raconter peut-être davantage, puisque le faire serait peut-être enlever un peu de magie donc à ce récit. Simplement vous dire que James Stewart est vraiment incroyable dans son rôle, très tendre, très attendrissant, d'homme qui est amoureux peut-être d'un fantôme ou d'une femme qu'il croit perdre une fois, deux fois, qui sait combien de fois. À découvrir absolument. Bon, aujourd'hui, notre émission est déjà en train d'en arriver à sa fin. Le temps passe très très vite. Simplement peut-être aborder d'autres Hitchcock que j'aime beaucoup, très légèrement. Vous inviter à en parler si le cœur vous en dit. Parmi les Hitchcock que je retiendrai, je prendrai toujours des sources littéraires peut-être. Je crois qu'il faudrait aborder également Rebecca dans la période anglaise, en 1940, en noir et blanc, où il est encore question d'un fantôme, puisque le personnage principal, Rebecca, n'apparaît jamais dans cette pièce, et pourtant la jeune femme protagoniste est absolument invisible. Il s'agit d'un roman qu'inspire cet Hitchcock, de Daphné du Maurier, mais ce n'est pas le premier qu'il va emprunter à Daphné du Maurier, puisqu'il avait déjà fait avec l'auberge de la Jamaïque, et qu'il le fera à nouveau plus tard. Mais c'est en tout cas un très beau film encore que je cite, puisqu'il est également lié à la France, puisque peut-être que les plus belles minutes du film sont les minutes initiales sur la Côte d'Azur française,
où vraiment on a une véritable reconstruction de la Côte d'Azur des années 30, 20-30, puisque ce n'est pas précisé dans le film, mais on imagine que ça doit être dans les années 20-30. Et vraiment, on s'y croirait. Et c'est pourtant tourné en Californie, c'est incroyable. Hitchcock va également aller chercher ses acteurs en Angleterre, puisqu'il s'agit d'une histoire très anglaise, histoire de fantôme à l'anglaise, puisque même si le fantôme n'est pas présent, c'est quelqu'un qui nous envahit tout au long de cette histoire. Je n'ai presque pas le temps d'en parler, puisque nous n'en avons pas le temps, mais je citerai peut-être d'autres Hitchcock à retenir, donc Les Enchaînés, Notorious, qui est encore l'un des grands titres dont j'aimerais parler peut-être un jour. Quoi encore comme Hitchcock d'intéressant? S'il faut choisir, on n'a pas vraiment le temps de le faire, mais je pense que je me recentrerai peut-être pas dans... Alors, oui, I Confess, donc à nouveau dans I Confess, je confesse, j'avoue, c'est Montgomery Clift dans le Québec, c'est à nouveau une présence francophone dans cette Hitchcock francophone où il est question de religion catholique, et c'est quand même un de ces films les plus compliqués, puisqu'il faut vraiment bien comprendre la religion catholique pour comprendre donc le drame de ce prêtre qui ne peut avouer qui est le coupable alors qu'il le sait parfaitement, puisqu'il y a de secrets de confession. Le temps est en train déjà d'arriver à sa fin, on me l'indique. Je souhaite quand même vous dire que je n'étais pas seul ici aujourd'hui, que nous avons un magnifique technicien avec nous qui nous suit, qui est le responsable de ces studios, et je veux citer Carlos Guillem, à qui je dis coucou, bonjour. Et c'est que vraiment, on va vraiment s'arrêter là, hélas. J'aimerais bien continuer. Simplement vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Radio UA, Radio Lingua, également sur Evox. Vous pouvez nous écouter et je vous invite vraiment à participer. C'est très simple, on va passer un moment excellent ensemble. Rien qu'une toute petite demi-heure, vous vous en êtes aperçu, ça va très très vite. J'aurais voulu vous en raconter davantage, mais le temps presse. Aujourd'hui, je ne peux pas en faire davantage. Je vous invite simplement à revenir, à nous proposer vos sujets. Et je vous dis à très bientôt. Amicalement vôtre, vous suis. C'est Pierre Vivès. À la prochaine. À bientôt.